C'était la fin de l'après-midi du 15 juin 2012 sur une île paradisiaque en Thaïlande. L'endroit était plein de touristes, des gens partout, cette musique live venant de quelque part. Et dans un hôtel du coin, tout près du sable, une employée passait avec son chariot de ménage au deuxième étage. Elle s'est arrêtée devant une chambre, a frappé à la porte, n'a eu aucune réponse, alors elle a frappé de nouveau, a appelé, a dit qu'elle était du service de ménage, mais rien. Elle a pris sa carte maîtresse, l'a passée sur la porte, déverrouillée, et est entrée. Et qu'est-ce qu'elle a trouvé à l'intérieur de cette chambre? Eh bien, c'est ce que je vais te raconter dans l'épisode d'aujourd'hui. Je suis Marcos Campos, soyez tous les bienvenus ici. Chaque semaine, il y a au moins 3 épisodes, lundi, mercredi et vendredi. Abonne-toi et active la cloche pour tout suivre. Deviens membre si possible, like et commente, même avec un emoji. Message terminé, passons aux faits. Au début de la soirée du 12 juin 2012, 2 sœurs canadiennes se trouvaient dans un hôtel sur l'île de Phi Phi, en Thaïlande. Elles s'appelaient Noémie Bellinger, 26 ans, et Audrey, 20 ans. Toutes deux étaient originaires du Québec, elles étaient étudiantes à l'université et étaient là pour faire un voyage. L'idée en fait était de faire un voyage en Asie, de célébrer la fin de l'année scolaire avant de rentrer à la maison et de reprendre toute la routine. Elles venaient d'arriver du Vietnam, c'est-à-dire qu'elles étaient là en Thaïlande après avoir déjà voyagé au Vietnam. Et la Thaïlande serait justement leur dernière étape, avant de rentrer chez elles au Canada. Dès leur arrivée dans la chambre, la fatigue du voyage s'est fait sentir, n'est-ce pas? Surtout pour Noémie, après tout, ce voyage en mode routard, disons. Avion, bateau, une chaleur incroyable, tout s'est accumulé. Elle voulait juste se détendre un peu à ce moment-là. Mais malgré tout, avant de se coucher, elle a fait quelque chose qui était déjà devenu une sorte d'habitude. Pendant ce voyage, elle est allée vérifier le lit où elle allait s'allonger. Alors là, elle a soulevé les draps, regardé le matelas, les coins, tout pour voir si tout était en ordre, tout propre et tout ça. Rien n'était hors de sa place. Alors, elle s'est jetée sur le lit et elle est restée là, immobile, juste à profiter de la climatisation. Quant à Audrey, sa sœur, elle n'a même pas réfléchi 2 fois. Non, elle ne voulait pas se reposer. Non, elle est allée directement à la salle de bain, elle a commencé à se préparer et elle avait une raison pour ça. Quand elles étaient encore au Vietnam, elles ont rencontré 2 touristes et elles ont fini par bien s'entendre. Ces touristes seraient même brésiliens selon les sources. J'en parle tout de suite. Donc elles se sont bien entendues avec les gars, ils ont beaucoup discuté et comme eux aussi allaient en Thaïlande, elles ont fini par s'arranger ensemble. Tu vois, de se revoir, de prendre un verre, discuter, ce genre de choses. Donc, comme les Brésiliens étaient aussi là sur cette île de Fifi, le plan était de se retrouver ce soir-là. Eh bien, les 2 sœurs étaient donc dans cette ambiance-là, tu vois. L'une très enthousiaste, l'autre voulant juste se détendre. Mais le soir, les deux allaient y sortir et leurs parents étaient déjà inquiets. Noémie, donc, pour rassurer ses parents, leur parlait toujours. Elle précisait bien qu'elle veillait sur sa petite sœur, qu'elle ne laisserait rien dégénérer. Et Audrey acceptait cette situation, tu vois, un peu comme la grande sœur, tu vois. En étant sa babysitter, entre guillemets, dans cette situation, elle, Noémie, allongée là, Audrey déjà en train de se préparer, Noémie a appelé leurs parents, comme elle le faisait souvent pendant tout ce voyage. Mais avant d'appeler, Audrey est sortie de la salle de bain et a dit à sa sœur de ne pas appeler parce qu'il était déjà tard dans la nuit au Canada. Elle est sortie en criant « Non, n'appelle pas maintenant, tu vas réveiller les deux, ils vont s'inquiéter, ils savent qu'on voyage. » Et là, sa sœur a dit « Ah d'accord, c'est vrai, tu as raison, non? À cause du décalage horaire, on laisse ça pour plus tard. » Alors, Noémie a accepté, elle a posé son téléphone et a dit « Tu sais quoi? Je vais me préparer aussi. » Et donc, peu de temps après ça, les deux sont sortis de l'hôtel et sont allés vers la plage. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle rencontre ces fameux Brésiliens. Ils étaient devant un bar, là, au bord de la mer, chacun tenait un seau rempli de glace et de boissons. Les filles ont trouvé ça bizarre et ont demandé ce que c'était. Les gars ont dit que c'était une boisson très populaire là-bas, autant chez les touristes que les locaux. Mais ils n'ont pas su dire exactement ce que c'était, seulement que c'était fort et que tout le monde en buvait. Regarde ça! Audrey n'a pas hésité une seconde. Elle a pris une boisson là et l'a descendue d'un coup. Quant à Noémie, tu vois, dans cette situation, elle était plus méfiante au début, mais elle a commencé à regarder autour d'elle. Là-bas, tout le monde buvait ça. Elle a dit quelque chose, en a pris une et a commencé à boire. Les heures ont passé très vite. Elles ont bu, mangé quelques plats locaux, se sont arrêtées près de la mer,
on dansait pendant qu'un DJ jouait de la musique là-bas, et tout ça. Toute cette ambiance vraiment sympa, avec le temps, les deux sont donc devenus un peu ivres, les Brésiliens aussi. Il était déjà un peu plus d'1 heure du matin quand Noémie a décidé de retourner à l'hôtel avec le garçon qui était avec elle, avant de partir. Cependant, elle a dit à Audrey: « Je m'en vais, tu viens avec moi ?» Audrey a répondu: « Non, je ne pars pas maintenant. Je reste encore un peu ici, vas-y tranquille, tout va bien, c'est super ici, il n'y a pas de danger, j'arrive dans un moment. » Eh bien, Noémie, peut-être qu'elle n'aurait pas laissé sa sœur rester là. Mais comme il y avait déjà cette ambiance, tout le monde était un peu ivre. Je pense qu'elle a aussi regardé et dit: « Ah d'accord, alors je t'attends là-bas. » Elle a finalement fait confiance au gars avec Audrey. Noémie a alors dit au revoir et est partie à l'hôtel. Et c'est ainsi que cette première nuit, disons, de leur voyage en Thaïlande s'est terminée. Noémie est revenue à l'hôtel peu après 1 heure du matin, accompagnée de ce prétendu Brésilien avec qui elle avait une aventure, comme on l'a vu. Les caméras de l'immeuble ont filmé les deux ensemble dans la chambre des sœurs, où Noémie s'est directement dirigée vers le lit. Elle était déjà bien éméchée, fatiguée aussi, donc il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle s'endorme. Quelques heures plus tard, vers 4 heures du matin, Audrey est aussi retournée à l'hôtel, mais pas seule. Elle est arrivée accompagnée de l'autre Brésilien, le jeune homme. Avec elle, il avait passé toute la nuit à danser sur la plage. Les images de sécurité montrent aussi les 4 entrants dans la chambre à des moments différents. D'accord? C'est-à-dire d'abord Noémie, ensuite Audrey, mais vers la fin de la nuit, à partir de là, les gars, plus personne n'a été vu entrant dans la chambre. Alors, vers 6 heures du matin, les caméras ont enregistré les Brésiliens quittant la chambre ensemble. Ils sont partis de l'hôtel juste après ça. Ensuite, les sœurs sont restées là pendant toute la journée suivante. Personne n'a vu Noémie ni Audrey sortir de cette chambre. Elles ne sont pas venues au petit déjeuner, ni sorties se promener, rien à l'hôtel. Cela n'a pas éveillé de soupçons au début, parce que l'île là-bas en Thaïlande reçoit beaucoup de jeunes touristes. Et parfois, tu sais, ces jeunes touristes finissent par faire la fête la veille au soir et restent dans leur chambre toute la journée à cause de la gueule de bois. Donc, ce premier jour est passé inaperçu, le deuxième jour aussi est passé inaperçu. Le troisième aussi, ce n'est que dans la nuit du 15 juin, 3 jours plus tard. Après cette nuit, un employé du nettoyage a trouvé le silence étrange. Il a frappé à la porte en annonçant le ménage. Sans réponse, il a utilisé la carte pour entrer. Et quelques secondes après ça, cet employé de l'hôtel est sorti en courant dans le couloir, en criant à l'aide. Dans cette chambre, Noémie et Audrey étaient allongées sur leur lit, couvertes de draps, toutes les deux immobiles. Il y avait du vomi autour d'elles. La police a été appelée immédiatement et vers 9 heures du soir, une équipe dirigée par le lieutenant-colonel Hachi Samboum est arrivée à l'hôtel. Cet enquêteur-là, le lieutenant-colonel, était très expérimenté dans la région. Il avait déjà été informé de ce qu'il pourrait y trouver. Même ainsi, la scène attirait l'attention. Les deux sœurs étaient sans vie depuis au moins 12 à 20 heures, selon l'estimation. Là, à première vue, il y avait des signes de lutte, il n'y avait pas d'effraction, la chambre était en ordre. À première vue, donc, l'hypothèse semblait être une simple intoxication à l'alcool. C'était une destination touristique connue pour ses fêtes. Ce vomi-là, répandu autour d'elle, renforçait cette hypothèse. Mais en examinant les corps de plus près, le détective remarqua quelque chose qui ne correspondait pas vraiment à cette explication simpliste d'intoxication, parce qu'il y avait du sang séché sur les gencives des deux sœurs et aussi sous leurs ongles. Ce n'était pas normal. Et à ce moment-là, l'enquêteur comprit qu'il devait comprendre exactement ce qui s'était passé dans les heures précédant cette nuit-là. Les touristes qui sont mortes étaient allongées normalement dans leur lit. Leurs affaires ne semblaient pas avoir été touchées et il n'y avait aucun signe de lutte. Elles semblèrent dormir normalement, comme si elles s'étaient simplement endormies. Bien. À partir de ce moment-là, la principale question à laquelle la police devait répondre était: avec qui les deux femmes avaient-elles été dans les instants précédant leur mort? Les employés de l'hôtel ont été les premiers à être interrogés. C'est alors que la chronologie, disons, a commencé à devenir claire.
La première nuit, là-bas en Thaïlande, les deux sœurs sont sorties de l'hôtel en début de soirée. Vers 1 heure du matin, comme je l'ai dit, Noémie est revenue dans la chambre avec un homme. Quelques heures plus tard, vers 4 heures, Audrey est rentrée également accompagnée d'un homme. Ces deux hommes sont restés dans la chambre jusqu'à environ 6 heures du matin, sont partis ensemble et ensuite plus personne n'y est entré. Les images des caméras confirmaient exactement cette séquence de faits. Il n'y avait donc aucun doute sur les horaires. Le problème était ailleurs. Personne ne savait qui étaient ces deux hommes jusque-là. La police a publié un communiqué demandant de l'aide pour identifier ces hommes. L'information s'est vite répandue car elle impliquait des touristes étrangères retrouvées mortes dans l'une des destinations les plus célèbres de Thaïlande. Il n'a donc pas fallu longtemps pour qu'une réponse apparaisse. Les deux hommes étaient brésiliens, les mêmes qui avaient été ou avaient été vus avec les deux jeunes femmes sur la plage cette nuit-là. Sauf qu'il y avait un détail, ils étaient déjà partis de Thaïlande. Ils étaient déjà partis. Quand les corps ont été retrouvés, elles étaient là depuis 3 jours. Et cela, bien sûr, mettait la puce à l'oreille. Cela éveillait un soupçon. Mais légalement, ils pouvaient en faire ça, non? Rien ne les en empêchait jusque-là. Et comme, évidemment, les autorités de là-bas n'ont pas de juridiction ici, l'affaire avait besoin d'un intermédiaire international, dans ce cas, Interpol. Environ 1 semaine plus tard, Interpol a réussi à localiser les deux hommes et à les interroger officiellement. Selon le rapport, lorsqu'ils ont été informés de la mort des sœurs, les deux ont montré un choc véritable. Ils ont dit qu'ils ne savaient rien et qu'ils ont été surpris par la nouvelle. Lorsqu'on leur a demandé pourquoi ils avaient quitté la Thaïlande si rapidement, ils ont expliqué que le voyage était déjà prévu, qu'ils avaient déjà acheté les billets, etc. Ils ont nié toute spéculation selon laquelle ils fuyaient l'endroit. Ils ont également été interrogés sur l'état des filles lorsqu'ils ont quitté l'hôtel vers 6 heures du matin. Et ils ont dit que les deux semblaient très mal, nauséeuses, faibles, comme si elles étaient malades. Ou une gueule de bois, quelque chose comme ça. Tout comme ils avaient bu toute la nuit, Noémie un peu moins, jusqu'à 1 heure du matin. Je ne sais pas si, en arrivant accompagnée dans la chambre, elle a continué à boire. On dit qu'elle est allée directement au lit, mais il faudrait le voir pour en être sûr. Et pendant le processus d'enquête, lors de cette audition avec les garçons, un détail curieux est apparu. Les deux Brésiliens ont raconté que, dans les jours qui ont suivi cette nuit-là, eux aussi ne se sentaient pas bien. Ils étaient un peu malades. Ils ont passé des jours à vomir, cloués au lit, sans savoir exactement ce qu'ils avaient. Eux, bien sûr, ont survécu, mais ils ont dit qu'ils ne s'étaient jamais sentis aussi mal de toute leur vie. Et quand Samboum, ce lieutenant-colonel enquêteur, a reçu cette information, il a commencé à faire des liens, les choses ont commencé à avoir un certain sens dans sa tête. Si les 4 s'étaient sentis mal cette nuit-là, ils avaient bu ensemble, mangé ensemble, peut-être qu'ils avaient tous été exposés à quelque chose, une sorte d'intoxication, enfin. Sauf que les deux ont survécu et que les deux sœurs, non. Au début donc, dans la tête du détective, il se peut que leurs organismes aient réagi différemment à la toxine. Je ne sais pas, quoi que ce soit, n'est-ce pas, que les 4 ont mangé, donc il fallait éclaircir les choses, non? Avec le témoignage des Brésiliens en main, le lieutenant Samboum a commencé à travailler sur une nouvelle hypothèse. Si les 4 étaient restés ensemble cette nuit-là, avaient bu les mêmes choses, mangé aux mêmes endroits, il était logique de penser qu'ils avaient tous été exposés à une même substance. La différence, c'est que, pour une raison quelconque, les corps ont réagi différemment. Comme je l'ai dit, on a d'abord envisagé une intoxication alimentaire. Puis là, c'est arrivé. La Thaïlande accueille des millions de personnes, des touristes chaque année. Donc, il n'est pas rare que beaucoup de gens se sentent mal en goûtant une nourriture différente, quelque chose à laquelle ils ne sont pas habitués. Il y a des gens qui attrapent une intoxication légère en mangeant vraiment quelque chose qu'ils n'ont jamais mangé, tandis que d'autres ont un état clinique plus grave. Dans les cas les plus extrêmes, certains aliments peuvent même provoquer des intoxications graves, mettant réellement la vie de la personne en danger. Mais cette hypothèse a commencé à tomber à l'eau lorsque les premiers rapports toxicologiques sur le sang de Noémie et d'Audrey sont arrivés. Les analyses ont détecté la présence d'une substance appelée DUIT, qui est en fait un composant chimique utilisé dans les répulsifs contre les insectes. Cette découverte a attiré l'attention, bien sûr, mais elle n'a pas totalement surpris la police, les enquêteurs de cette affaire.
Dans cette région, c'est assez courant. Une boisson connue comme étant populaire parmi les touristes, cette boisson ne suit aucune recette fixe. À mon époque, on appelait ça une pharmacie, un commerce où les gars mélangent toutes sortes de cochonneries et vendent ça pas cher, tu vois. En Thaïlande, il s'agit d'un mélange généralement composé de soda, de sirop, parfois de médicaments comme du sirop contre la toux. D'autres substances, boissons, alcool, tout un mélange. Dans certains cas, ils consomment même des composants chimiques comme celui-ci. C'est là que j'ai mentionné le DIT. Cette boisson, les gars, n'est évidemment pas réglementée ni sûre, mais malgré cela, elle était vendue ouvertement dans les bars de la plage. Bon, ici, il faut faire une mise en garde parce que j'ai dit, à mon époque, on appelait ça pharmacie, tu vois. Pour moi ici, qui a déjà entendu parler de ce truc-là, de cette petite boisson mélangée avec tout ce qu'on trouve en pharmacie, non, je n'ai pas bu cette saleté, d'accord? J'ai toujours été du genre à boire une petite bière, un demi. Je n'ai jamais trop aimé ces boissons trop fortes. Les alcools distillés non plus, ce n'est pas trop mon truc. C'est vraiment la bière pour moi. Bon, avertissement fait, on continue. La conclusion de la police, les gars, face à tout ça, a été la suivante. Les sœurs auraient ingéré une quantité excessive de cette boisson, qui contenait une quantité excessive de ce fameux DEUT. Et cela aurait donc provoqué chez elles un empoisonnement accidentel. Cette théorie expliquait certaines choses, n'est-ce pas? Elle expliquait les vomissements, le fait que les Brésiliens aient aussi été malades. Elle expliquait pourquoi. Tout a commencé après une nuit de fête. Et la police pensait que ce lot spécifique de cette boisson avait été préparé avec une quantité bien supérieure de ce dit. Là, on ne sait pas si c'était intentionnel ou accidentel. Va savoir qui fait ce genre de mélange, n'est-ce pas? Peut-être que l'affaire de l'intoxication, ou plutôt de l'empoisonnement, expliquerait aussi, non? Un peu de saignement aux gencives, sous les ongles, je ne sais pas. 9 jours après la découverte des corps, l'enquête a été considérée comme close, donc la cause officielle de la mort a été enregistrée comme un empoisonnement par cette substance. Les corps de Noémie et Audrey ont été préparés et renvoyés au Canada, accompagnés du rapport final de la police thaïlandaise destiné aux autorités locales. C'était fini, l'affaire était résolue pour la famille. Inutile de préciser, n'est-ce pas? L'histoire ne faisait que commencer. Lorsque la nouvelle est arrivée au Canada, les parents de Noémie et d'Audrey étaient déjà désespérés. Ils ont passé des jours à essayer de parler à leur fille, tu vois, les appeler et tout ça. Des messages sans réponse, des appels qui restaient sans réponse. Et à aucun moment, quelqu'un de la police thaïlandaise n'a pris contact pour expliquer ce qui se passait. La confirmation de la mort des deux n'est venue que par les médias. Ce n'est qu'après cela que les autorités thaïlandaises ont contacté la famille pour informer que les filles avaient perdu la vie et que l'affaire, qui était en cours d'enquête, était classée comme mort accidentelle. Selon eux, il s'agissait d'un empoisonnement causé par une boisson, ce genre de choses. Pour les parents, cela leur a semblé complètement absurde. Comment ça? 2 jeunes femmes en bonne santé sont mortes à l'autre bout du monde et personne n'a prévenu la famille. L'enquête a été menée comme ça, en quelques jours, quelques heures, et tout est réglé. Mais une boisson interdite, vendue comme ça, et personne ne va enquêter sur qui a fabriqué cette putain de boisson. Franchement, c'est bizarre, c'est pas normal. Ils ont donc commencé à poser des questions. Sauf que les autorités thaïlandaises n'avaient pas les réponses. Si cette boisson était si courante, pourquoi n'y avait-il aucun avertissement pour les touristes? Tu vois, genre, ici on vend du poison, faites attention, d'accord, les autorités ne font rien. Si les 4 ont bu la même chose, pourquoi seulement 2 sont mortes? Et pourquoi l'enquête a-t-elle été clôturée si rapidement? Tout ça, ce sont des choses qui traversaient l'esprit des parents des filles. Bien sûr, cela montrait que la conclusion que la police thaïlandaise voulait donner à leurs parents ne valait absolument rien. L'indignation de la famille a attiré la presse canadienne, donnant à l'affaire une portée nationale. Avec cela, le gouvernement du Canada a décidé d'intervenir. Avant que les corps ne soient remis à la famille, ils ont été envoyés pour analyse. L'une des principales médecins légistes du Québec, la docteure Renée Russell, avait une mission très simple, confirmer si, en effet, le DIT avait été la cause du décès des 2 jeunes filles. Renée a réalisé une autopsie complète sur les corps de Noémie et d'Audrey, et le résultat ne correspondait pas vraiment à la version officielle. Non, d'accord, il y avait bien des traces de D et T dans l'organisme des deux. Mais, selon cette médecin légiste, ce n'était pas suffisant pour tuer quelqu'un. Et il n'y avait aucun autre poison détectable qui puisse expliquer ces morts. Pour Renée, cela n'avait aucun sens. Si ce n'était pas la boisson et s'il n'y avait aucune autre substance identifiable, alors qu'est-ce qui avait exactement tué ces 2 jeunes femmes?
Ici, je souligne avec vous, d'accord? Aucune substance identifiable, mais est-ce qu'il n'y en avait vraiment pas une autre? Pourquoi est-ce que je dis ça? Juste une question. Je réfléchis ici, avec des sources, des voix dans ma tête. Pourquoi? Elles sont restées dans la chambre environ 3 jours, non? Je ne sais pas combien de temps il a fallu avant le transfert des corps. Pour le Canada, ça a pris longtemps, les gars. Si cela nuit ou non à cette seconde autopsie faite par la professionnelle là-bas au Canada, je ne sais pas, mais je suppose que oui, ce n'est pas bon. Ce que je sais, c'est que cette professionnelle du Canada, engagée par la famille, savait que la réponse qu'elle cherchait ne se trouvait pas dans ses rapports officiels. Alors, elle devait chercher par elle-même. René Russell n'était pas convaincu qu'il s'agissait d'un cas isolé. Alors, elle a commencé à enquêter sur les décès de touristes en Thaïlande. Du moins pendant cette période-là, n'est-ce pas? Les années précédentes, des cas similaires, des hôtels similaires, avec des témoignages vagues et des conclusions hâtives, tu vois? Et plus elle creusait, plus elle faisait des recherches, plus elle devenait inquiète. Entre 2009 et 2015 au moins, 20 touristes étrangers ont été retrouvés morts, dans des circonstances très similaires à celles de Noémie et Audrey. Jeunes, en bonne santé, en voyage, presque toujours après une nuit sans rapport de violence, sans signes évidents de crime. Dans beaucoup de ces cas, l'explication officielle était similaire: malaise soudain, intoxication, quelque chose qui a mal tourné après une nuit de fête. Mais il y avait trop de points communs pour être ignorés. Les victimes étaient généralement retrouvées dans leur lit. Il y avait des rapports de vomissements, de saignements discrets, d'un malaise intense avant la mort. Et presque toujours, les enquêtes étaient clôturées rapidement de manière expéditive. Renée a alors suspecté que le problème ne venait ni de la nourriture ni de la boisson. Elle a commencé à regarder autre chose d'inhabituel, je dirais l'environnement. Alors, elle est retournée au premier témoignage du cas de Noémie et d'Audrey et a remarqué un détail spécifique. À l'époque, cela paraissait hors de propos, mais maintenant que l'enquête se précise, ce détail retient l'attention. Dès leur arrivée à l'hôtel, Noémie et Audrey ont... Vous vous rappelez qu'au début de l'épisode, j'ai dit que Noémie avait surtout vérifié les draps avant de se coucher? Ils semblaient propres. En fait, ils l'étaient. Mais il y a toujours un mais, n'est-ce pas? Je dirais même qu'ils étaient trop propres. Vous allez comprendre pourquoi. À l'époque, de nombreux hôtels de la région étaient infestés de punaises de lit. Et pour faire face à cela, certains établissements utilisaient des méthodes illégales et extrêmement dangereuses. Au lieu de faire appel à des entreprises spécialisées, ils utilisaient eux-mêmes des pesticides dans les chambres, parfois directement sur les matelas et les draps. L'un de ces produits utilisés est un gaz appelé phosphine, et cette phosphine est hautement toxique. Elle est utilisée pour tuer les insectes et les rongeurs. L'exposition peut provoquer des vomissements, une insuffisance respiratoire, des lésions des vaisseaux sanguins et la mort. Dans ce cas, non. Je pense que, le lien est en train de se faire, non, enfin, non. Et le plus important, c'est qu'elle est difficile à détecter après que le corps ait passé un certain temps. Tu vois, Renée a compris que cela expliquait presque tout. Les réponses qu'elle cherchait apparaissaient là, avec cette substance. Cela expliquait le sang sur les gencives, sous les ongles. Le malaise soudain extrême, n'est-ce pas? Aussi le malaise que les Brésiliens ont ressenti après, parce qu'ils sont restés dans leur chambre un moment, mais ils y sont restés moins longtemps qu'elle. Et puis il y a aussi la question des organismes, n'est-ce pas? De la particularité, chacun réagit à sa manière. Cela expliquait beaucoup, n'est-ce pas? Notamment pourquoi la substance n'est pas apparue lors de la seconde autopsie. Cette nuit-là, les 4 se sont allongés sur ces lits. Les Brésiliens sont restés quelques heures, puis sont partis vers 6 heures du matin. Ils ont été exposés, mais en petite quantité. Noémie et Audrey sont restées là, elles y ont passé de nombreuses heures. On ne peut pas savoir exactement à quel moment elles ont perdu la vie, mais elles ont absorbé tout cela et malheureusement, elles n'ont pas survécu. Cette découverte de René Russell changeait complètement la façon dont tout le monde voyait l'affaire, n'est-ce pas? Si Noémie et Audrey avaient été exposées au gaz phosphine dans leur propre chambre d'hôtel, alors ce n'était pas un accident. Une congélation accidentelle était le résultat d'une pratique extrêmement irresponsable et illégale. Pulvériser des pesticides sur les matelas et les draps n'est autorisé nulle part. Le risque pour les êtres humains est connu depuis longtemps. Et là, tu mets ça, mince, imagine, ce sont encore des touristes.
non? Tu y vas en toute confiance. Parfois, tu paies cher pour ça et tu te dis, non, j'ai confiance. Et là, il y a ces enfoirés qui te mettent en danger, non? Même ainsi, malgré cette découverte de cette pathologiste, l'affaire est restée un peu dans le flou. Ça n'a pas beaucoup avancé, non? La cause officielle est restée la même. Il n'y a pas encore eu de réouverture de l'affaire. Personne, ni aucun hôtel, ni rien, personne n'a été tenu responsable. L'explication de la police thaïlandaise était la même. Empoisonnement accidentel à cause d'une boisson frelatée. Mais si quelqu'un a trafiqué la boisson, il fallait aussi tenir cette personne responsable, non? C'est bizarre, ce mec. L'hypothèse de la phosphine n'a jamais été officiellement retenue, et cela n'est pas arrivé seulement à Noémie et à Audrey, d'accord? D'autres décès similaires, signalés par René lors de ses recherches, n'ont jamais été approfondis non plus. Dans de nombreux cas, les rapports ont été rapidement clôturés, sans autopsie détaillée ni suivi indépendant. Aujourd'hui, plus d'une décennie après cette affaire, celle des sœurs, l'affaire reste officiellement considérée comme résolue. Même sans une réponse qui convainque les personnes qui ont entendu le rapport de René, ce n'est pas vraiment un sentiment d'abandon pour René. L'affaire a révélé un problème bien plus grave que 2 décès. Et pour ceux qui suivent cette histoire jusqu'au bout, il reste le sentiment que quelque chose de fondamental a échoué de façon étrange. Ce n'était pas une nuit où elles se sont simplement perdues dans la cachaça. C'était un choix irresponsable, amen. On ne peut pas dire que c'était un manque d'espoir, que c'était de la chance, c'était une combinaison de négligence, de silence et de commodité. Parce que réfléchissez, n'est-ce pas, les gars, personne n'a payé pour ça. Alors, tu es là, n'est-ce pas, dans un site touristique qui fait vivre probablement toute la région. Le tourisme, n'est-ce pas? Tu ne penses pas qu'il y a des complicités derrière tout ça? Ce sont aussi des sources de ma tête, d'accord? Mais si vous n'êtes pas d'accord, commentez ici. Si vous êtes d'accord, commentez aussi. Parce que, imaginez, les gars vont dire non, la pathologiste là du Canada a tout à fait raison, elle a visé juste, elle a eu tout bon. Mais maintenant, Maintenant, les gens ne peuvent pas reconnaître ça. Parce que sinon, comment les gens vont venir nous rendre visite? n'est-ce pas? C'est un chemin étrange, un effet inverse dans ma tête, tu vois? Ça reste ainsi, car s'ils admettaient s'être trompés. On a fait un travail bâclé ici, n'est-ce pas, pour reconnaître ces morts, et donc la cause de ces morts. Madame René, s'il vous plaît, rouvrons l'affaire. Voilà. Vous devenez notre assistante et franchement, vous donnez beaucoup plus de crédibilité aux gens, n'est-ce pas? Du moins, c'est comme ça que je vois les choses, n'est-ce pas? Je ne sais pas, bon. Et pour finir, je suis sûr qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui se dit «Et les Brésiliens?» Écoutez, les gars, j'ai vraiment beaucoup cherché des infos sur ces Brésiliens, d'accord? J'ai fait énormément de recherches et je n'ai absolument rien trouvé à leur sujet. Ce que j'ai trouvé, ce sont des posts sur les réseaux sociaux, sur Reddit, sur Facebook, disant qu'ils étaient brésiliens, ces touristes-là. Des posts aussi basés sur la vidéo, y compris celle que j'ai utilisée ici comme base pour mon script de Mister Baleine. Je ne sais pas comment on prononce son nom. Je me base sur sa vidéo pour le prononcer. Les gens parlent de ces touristes-là, puis il y a un nom qui apparaît, Bruno et Guy, mais j'ai trouvé ça... Enfin, je ne sais pas si c'est inventé, si ces noms ont été protégés d'une certaine manière. Préservés, hein? Enfin bref, je ne sais pas. Donc je ne peux pas vous dire avec certitude qui ils sont, si c'était vraiment eux, ou si cela a été présenté comme ça. Juste pour enfin renforcer la couverture médiatique de l'affaire. Je ne sais pas. Si quelqu'un sait, dites-le en commentaire. Franchement, cette affaire est vraiment bizarre et donne un vrai sentiment d'insécurité. Car cela m'a rappelé l'affaire Mike Mansholt, vous vous souvenez? Je l'ai présenté ici pendant la saison 2024. Si je m'en souviens, je le laisse ici à l'écran. Fin. Celui-ci est un garçon parti seul à Malte pour son premier voyage, et il a eu une mort vraiment sinistre. Si vous n'avez pas vu cet épisode, il en vaut vraiment la peine, car il est époustouflant. La façon dont le garçon est revenu, son corps, c'est surréaliste. Bon, c'est tout. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour ta compagnie. Bisous du roux, à la prochaine.